J'analyse cette reprise des travaux à Ottawa avec nos journalistes Joël Denis Bellavance, Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël Denis, d'abord, l'opposition veut faire témoigner le frère de Justin Trudeau. Jusqu'à quel point ce fouillis, je dirais, à la Fondation Trudeau, c'est dommageable pour le premier ministre? Ça l'est, mais la Fondation a maintenant demandé à la vérificatrice générale de faire enquête. Donc, il faudrait peut-être laisser les autorités compétentes faire enquête. Parce qu'on l'a vu la semaine dernière, le témoignage de Katie Telford n'a rien donné de concret, n'a pas pu faire avancer le dossier. Donc, pour éviter qu'on s'embourbe davantage dans des accusations partisanes de gauche à droite, il y a des autorités compétentes qui vont faire leur enquête. La vérificatrice générale, d'une part, qui va se pencher sur la Fondation Trudeau. Et pour ce qui est de l'ingérence étrangère, il y a le 23 mai, une date importante. C'est à ce moment-là que le rapporteur officiel, l'ancien gouverneur David Johnston, doit recommander si oui ou non il y aura une enquête publique. Oui. Catherine, Justin Trudeau dit qu'il n'y a plus de contact avec la Fondation Trudeau depuis au moins 10 ans. Cependant, on a appris la semaine dernière qu'il y avait eu échange de courriels entre les gens de la Fondation et des gens du bureau du premier ministre Trudeau. Est-ce que ça donne l'impression que le gouvernement a des choses à cacher ou si c'est vraiment une histoire qui est montée en épingle? Je pense que c'est un peu entre les deux, hein, parce que là, actuellement, on a un peu de difficulté à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ce fameux don. Où est-ce que finalement la famille Trudeau se situe? Alors oui, en même temps, c'est certain, je dirais d'un côté, c'est sûr que quand c'est la fondation, c'est la fondation de son père. Donc évidemment, c'est commun quand même qu'il y ait des liens entre sa famille et lui-même, mais quand même, je pense qu'il y a eu un certain souci d'avoir une certaine distance dans les 10 dernières années. Après, c'est son personnel là, a effectivement eu des échanges de courriels avec la Fondation. Là. Bon, c'est quand même pas le premier ministre qui l'a fait, c'est son personnel. Mais oui, d'un autre côté, je pense qu'il y a un souci, un besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et de faire peut-être un petit peu plus la lumière sur la Fondation Trudeau parce que là, on a toutes sortes de versions sur qu'est-ce qui s'est passé avec le don, qui a sollicité qui, et là, ça devient très, très mélangeant, je dirais. Oui. Yves, le Bloc québécois a aussi demandé la semaine dernière à la vérificatrice générale d'enquêter sur ce don chinois à la Fondation Trudeau. Le Bloc qui remet encore en question l'objectivité du rapporteur spécial David Johnston, qui était membre de la Fondation au moment où ce don a été fait en 2016. Bon, on sait que le témoignage de Katie Telford, Joël Denis le disait il y a un instant, vendredi, ça a laissé vraiment l'opposition sur sa faim. Jusqu'à quel point, quand même, tout ça, ça donne des munitions à l'opposition aux communes? C'est un réservoir inépuisable de nouvelles parce que les liens sont tellement évidents à faire. Qui a remis le premier rapport sur l'ingérence chinoise? C'est Maurice Rosenberg, qui était PDG de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau au moment du don chinois. Qui mène une enquête actuellement à savoir s'il devrait y avoir une enquête publique? C'est M. Johnston, qui est aussi membre de la Fondation. Alors, vous savez, Justin Trudeau donne lui-même les munitions à ses adversaires pour tirer sur lui à boulet rouge parce que il commet impair par-dessus impair et toutes les décisions qu'il prend ne créent aucune distance avec la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Ouais. Alors, et il donne lui-même le carburant à ses adversaires. Joël Denis, est-ce que, selon ce qu'on entend de Yves, c'est un sujet qui va s'imposer vraiment au cours des prochaines semaines, d'ici jusqu'à la pause estivale aux communes? Absolument. C'est le sujet de l'heure. Ça a été le sujet de la saison politique depuis le début de la session parlementaire. Et je ne serais pas étonné que nos amis au Globe and Mail obtiennent de nouvelles révélations, ce qui va donner des munitions, encore une fois, au parti de l'opposition. Il y a tellement d'angles à enquêter sur cette histoire que on pourrait passer les 2 prochaines années, je pense, à écrire sur le sujet et avoir de nouvelles révélations. Donc, moi, je m'attends à ce que ce soit le sujet dominant, d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, le rapporteur spécial, 23 mai, c'est une date importante qui pourrait marquer un tournant dans la vie de ce gouvernement, comme l'a été le scandale des commandites et l'enquête menée par le commissaire John Montgomery. Ça a été un tournant dans la vie du gouvernement libéral précédent et ça pourrait être la même chose. Parallèlement à ça, il y a toutes les rumeurs, les spéculations, je dirais, qui entourent l'avenir du premier ministre Justin Trudeau. M. Trudeau qui a célébré ses 10 ans en fin de semaine à la tête du Parti libéral. Justin Trudeau qui vraiment ne donne aucun signe de vouloir partir. Quand on le regarde aller, tourner dans Town Hall Meeting encore la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut présumer des intentions, Catherine, de Justin Trudeau? Je pense qu'il est là pour rester. Il l'a dit publiquement. Si vous l'avez vu, à Tout le monde en parle, là, il y a environ 2 semaines. Il a été très clair. Il sera là. Et la raison est simple, c'est qu'il veut se battre contre Pierre Poilievre. Il le déteste. Vraiment, c'est
on le voit, il veut vraiment battre ce nouvel adversaire. Alors moi, j'ai vraiment l'impression que M. Trudeau va justement vouloir être là jusqu'à au moins à la prochaine élection. Ouais. Après, bon, on verra, mais quand même, on sent qu'en coulisses aussi, il y a quand même quelques noms là, qui commencent à s'activer, à se faire valoir peut-être un peu plus. Alors, on sent que, parallèlement à ça, on prépare quand même l'après-Trudeau. Ouais. Mais une chose est certaine, là, je dirais, à ce moment-ci, je pense qu'on peut encore présumer que M. Trudeau là, est là pour rester peut-être pour une 11e année, ou du moins. Yves, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Écoutez, quand on me dit 10 ans à la tête d'un parti politique, presque 8 ans comme premier ministre, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est l'usure du pouvoir. Et cette usure du pouvoir, elle existe véritablement. On le voit, on le sent, on le voit dans les décisions qui sont prises jour après jour où on semble toujours répéter les mêmes erreurs. Généralement, on associe ça avec cette fameuse usure du pouvoir. Et si on regarde l'histoire récente, ben, il n'y a pas un seul gouvernement qui a passé la barre des 9, 10, 12 ans là, maximum avec M. Chrétien. Alors, cette usure du pouvoir existe. Pourquoi M. Trudeau reste? Parce qu'il veut affronter Pierre Poilievre. Est-ce qu'il pense au bien du parti ou il pense à la lutte personnelle qu'il veut mener? Je me pose la question. Justement là-dessus, sur le fait que Justin Trudeau veut vraiment en découdre avec Pierre Poilievre à la prochaine élection, je vais vous entendre sur le sondage léger qui est paru récemment. Bon, les conservateurs qui mènent par 4 points sur les libéraux à l'échelle nationale, c'est 34 contre 30 21 pour le NPD. Joël Denis, est-ce qu'on doit se surprendre que les conservateurs mènent pas plus que ça dans les sondages après tous les déboires des libéraux au cours des dernières semaines? La réponse courte, c'est oui. Ça démontre que la marque libérale est résiliente. Et aussi, à 34 %, c'est ce qu'a obtenu le Parti conservateur aux dernières élections fédérales. Ça a donné quoi? Ça a donné un gouvernement minoritaire libéral. Et dans le cas du Parti libéral, son vote est très efficace dans les zones urbaines. Donc, avec un tel sondage, les libéraux pourraient facilement décrocher un gouvernement minoritaire affaibli. Ce serait dans l'ordre du possible. Donc, la partie est loin d'être jouée pour les prochaines élections. Oui, parce que Pierre Poilievre en arrache aussi au Québec, selon ce même sondage. À la question « Qui ferait le meilleur premier ministre? » Justin Trudeau est à 29 %. Pierre Poilievre est à 13 %, un point de plus seulement que Jack Meeting. Catherine, qu'est-ce qui se passe avec Pierre Poilievre et le Québec? Bien, en fait, c'est toujours la même question qu'on se pose à chaque chef conservateur. Qu'est-ce qui se passe avec le Québec? On rêve toujours de cette fameuse vague bleue. Mais la réalité, c'est que c'est très, très dur d'être un conservateur au Québec. Et la réalité, c'est que le Bloc québécois, bon, quand on a un certain nationalisme au Québec, une vague de nationalisme comme en ce moment, ben, c'est pas le Parti conservateur là, qui va récolter les votes, là, c'est le Bloc québécois, finalement. Et en ce moment, bon, on se retrouve un peu, bon, si vous parlez à votre famille, à vos amis, où les gens se disent, ben, j'ai pas vraiment envie de voter pour Justin Trudeau, mais j'ai pas vraiment envie de voter non plus pour Pierre Poilievre. Donc, je pense qu'il a encore des croûtes à manger, M. Poilievre, au Québec, définitivement. Oui. Yves, justement, sur le défi de Pierre Poilievre au Québec. Ben, écoutez, la grande question, c'est est-ce que Pierre Poilievre pourrait devenir premier ministre du Canada sans l'appui du Québec? La réponse est oui. Est-ce que c'est souhaitable qu'il devienne premier ministre du Québec sans l'appui du Québec? La réponse est clairement non. Mais quand on regarde cet appui à 17 % au Québec, c'est désastreux. Mais en même temps, quand on regarde le type de comportement qu'il a publiquement, surtout en ce moment, là, avec son obsession CBC Radio-Canada, est-ce qu'il marque des points au Québec avec ce genre de comportement revanchard, un peu outrancier? Je ne crois que non. Et je crois qu'il y a bien des députés du Québec qui sont bien malheureux en ce moment de voir sur quel clou M. Poilievre est en train de taper, parce que c'est pas des clous payants pour le Parti conservateur au Québec, loin de là. Joël Denis, le mot de la fin là-dessus. Oui, tout à fait d'accord. Donc, ça veut donc dire que, comme je disais tout à l'heure, la joute électorale est loin d'être réglée et que M. Trudeau, il voit là des éléments qui lui donnent de l'espoir de pouvoir affronter M. Poilievre sur un terrain qui lui serait favorable, c'est-à-dire la culture, l'identité au Québec. C'est rentable pour le gouvernement qui propose de défendre la culture. Ce ne l'est pas pour un gouvernement qui propose de s'y attaquer. Regardez l'exemple de 2008, quand M. Harper était au pouvoir, il avait promis de faire des coupures dans les arts et la culture. Ça a été désastreux au Québec. Catherine, il nous reste quand même quelques secondes.
Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Là. Je pense que vraiment, je dirais que même que Pierre Poilievre, avec le dossier CBC Radio-Canada, a donné un beau cadeau à Justin Trudeau. C'est qu'on va arrêter de parler d'ingérence étrangère peut-être pendant quelques jours du moins. On va parler justement du fait que CBC Radio-Canada a décidé là, de quitter Twitter et que, bon, justement, on va voir ces réactions-là. Je pense que les Canadiens que les Québécois en particulier là, vont manifester. Ouais. Ça fait le tour. Merci à vous trois. À bientôt. Merci. Merci, bonsoir. Merci. Au revoir.